Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Aujourd'hui, on lit Les Révolutions du Mexique par Americano Núñez. C'est édité aux Questions d'Histoire Flammarion. C'est un livre qui fait 170 pages, mais c'est un bon livre d'histoire, donc c'est 170 pages bien tassées. C'est une petite édition, mais c'est bien costaud. C'est un livre qui est issu d'une collection dirigée par Marc Ferro. Marc Ferro, on remettra la photo de Wikipédia là. On peut le voir des fois, enfin l'entendre plutôt à la radio sur Radio Notre-Dame. Là, il fait truc d'histoire, je sais pas quoi là. Voilà. Et donc c'est un livre qui essaie de traiter de la Révolution mexicaine, en essayant d'expliquer les trois moments importants, 1810, 1857, 1911. Et en essayant d'expliquer le processus révolutionnaire mexicain. C'est un livre qui est un condensé, donc qui est un livre qui est assez complexe, assez difficile à aborder, qui est pas du tout quelque chose de facile, surtout quand on n'a pas toutes les bases on va dire, de l'histoire et de la société mexicaine au moment où ça arrive. Donc dans cette vidéo, ce vlog, comme j'appelle ça, entre la vidéo et le, et le podcast. Le vlogcast, ouais, ça va être comme ça. Je sais plus comment j'ai appelé les trucs. Bon, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que je vais essayer de dire un petit passage précolombien en fait sur cette vidéo qui va donner un état des lieux avant la Révolution mexicaine, histoire de nous qu'on comprenne, qu'on se remette dans le contexte. Et puis ensuite, on va essayer de traiter les sujets qui sont abordés dans ce livre, qui est un livre très riche et qui essaye de croiser différentes notions et différentes problématiques à travers le traitement de la Révolution mexicaine. Voilà. Révolution mexicaine, fut-elle socialiste? Assurément pas. Révolution démocratique bourgeoise, révolution agraire, révolution sociale, révolution nationale nationaliste. La révolution mexicaine fut tout ça à la fois. Donc c'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qu'il dit voilà. Il y a là. Mais son procès de reproduction ne put être assuré que par une réduction violente de son être social à sa forme politique, l'État moderne. C'est parti. Et pourquoi lire ce livre? Première chose, qui est totalement personnelle, c'est juste que mon beau-père, il est mexicain. Donc, voilà. Je côtoie régulièrement un Mexicain. Ça m'intéressait de savoir un peu ce qui s'est passé dans son pays. Deuxième chose, la raison, c'est la période et le thème. Il y a les révolutions mexicaines, concentrées sur le 19e siècle. C'est vachement intéressant. Sur cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le 19e siècle, notamment en France, la montée des nationalismes, là, avec le livre de... Je sais plus comment, là, le nom m'échappe tout de suite. Je mettrai la couverture si nécessaire. C'est une période qui est très intéressante, qui est chargée d'histoire, qui est très belle, et qui mérite qu'on s'y penche un peu, parce qu'elle explique beaucoup de choses sur le 20e et sur ce qui se passe aujourd'hui. Et puis enfin, c'était intéressant de le voir, de rentrer dans l'histoire du Mexique, que je connaissais pas du tout, qui est quasiment jamais enseignée, par cette lorgnette de révolutionnaire, étant donné que la France est le pays de la Révolution, quelque part. On n'est pas les seuls, mais on est un des pays très, très marqués par ça. Et donc, effectivement, c'est toujours, quand on voit ça chez d'autres pays, c'est toujours très intéressant pour la culture G de voir qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, comment ça s'est passé ailleurs et pourquoi ça s'est passé ailleurs. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses qui s'opposent ou qui sont très différentes? Et donc, on a eu la chance de tomber sur un livre comme ça au hasard d'une bibliothèque, enfin d'une librairie que je mettrais là au fin fond du Périgord. Je suis tombé là-dessus et je me suis dit, parfait pour faire un petit peu de culture générale sur l'Amérique centrale. L'auteur Americano Núñez, c'est un Portugais qui est né au Mozambique en 1939 et qui est mort à Paris cette année. Voilà, je viens de le voir parce que je n'avais pas vu le profil. Là, je vous mets le profil Babelio en janvier 2024. Il est mort là. Voilà, donc il est enseignant universitaire à partir de 72 et il s'intéresse aux mouvements sociaux propres au socialisme utopique.
à l'anarcho-communisme, j'avais jamais entendu ce mot-là, et aux utopies hérétiques en général, et au Mexique en particulier, principalement l'auteur des Révolutions du Mexique, Question d'histoire, Flammarion 75, nouvelle édition revue et augmentée. Il a aussi co-dirigé avec Alain Le Guyader et Michel Soubotnik la collection Histoire et Émancipation aux éditions Arcantère. Voilà, donc c'est un historien, voilà, universitaire. Avant de démarrer en tant que tel l'analyse du livre et le déroulé du livre, on va faire un bref rappel historique pour comprendre le point de départ de ce bouquin. Donc avant l'arrivée en 1520, c'est l'ordre de grandeur, c'est 1519 pour être précis, des Espagnols sur le Mexique, ça ressemble à une série de tribus, hein, vous verrez, on a l'Empire aztèque, qui est là, je vous le montrerai, je vous le montre là, on a aussi après toute une série de régions qui sont tenues par différentes tribus. Faut comprendre que le Mexique, c'est un grand pays, et donc la diversité des tribus est importante, les distances sont longues, donc c'est pas exactement très peuplé, et ça va se sentir au moment où les Espagnols arrivent, puisque en 2 ans, hein, ils vont faire tomber l'Empire aztèque. Donc il y a vraiment un différentiel de puissance, de feu, hein, pour être très clair. Et donc c'est comme ça, c'est par, on va dire, cette diversité tribale du Mexique, même si c'est pas encore le Mexique à ce moment-là, qui va être une fragilité, hein, par rapport à l'arrivée des colons. Et ensuite, on va avoir pendant 200 ans, voire même 300 ans, pardon, puisque ça va aller jusqu'en 1820, en fait, ce qu'on appelle la conquête espagnole. Donc ça va monter jusqu'au nord, je vous mettrai les cartes là, ça va monter jusqu'au nord, au Texas, voilà, ça va aller très très loin, jusqu'en Louisiane et tout, ça va monter bien au nord. On va appeler ça la Nouvelle-Espagne, je vous le mettrai la page Wikipédia pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil en détail. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que au début du livre, qui commence en 1810, donc 300 ans après, on a une société mexicaine qui reçoit déjà pas mal de colons, hein. Régulièrement, il y a des Espagnols qui arrivent, et peut-être des gens d'Europe d'ailleurs, autres. Et on a une société qui est quasi féodale, c'est-à-dire que les colons qui sont arrivés, qui ont pris possession des terres, ils ont également importé le modèle féodal féodal européen au Mexique. Et donc ils ont réduit en esclavage, et ils ont pris possession des terres. Et l'Église aussi là-dedans, c'est imbriqué, hein, bien sûr. Elle a suivi ce mouvement-là, l'Église. Elle est allée dans le Nouveau Monde, et elle aussi, elle a pris pied, elle est devenue propriétaire terrienne. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du livre, qui va commencer en 1810, là, juste les 10 ans avant ce que l'auteur appelle la première révolution, qui est l'indépendance du Mexique, on a une société qui est sclérosée, on a une société qui est extrêmement stratifiée, et on va dire que ce modèle-là, la destruction de ce modèle-là, va être le cœur de la revendication révolutionnaire au Mexique. L'auteur, il nous présente, pour lui, il y a 3 révolutions, et la première qu'il présente, sur laquelle on va se concentrer quelques instants, c'est l'indépendance, qui elle prend place en 1821. Voilà, c'est en fait, donc entre-temps, comme je l'ai expliqué, hein, il y a eu la conquête espagnole, c'était la Nouvelle-Espagne, et on a de 1810 à 1821 une guerre d'indépendance. Donc ça s'inscrit dans l'émancipation des colonies d'Amérique latine envers l'Europe. Il faut comprendre déjà qu'à ce moment-là, on a notamment en 1810, hein, on a une ingérence étrangère dès le départ de l'Angleterre, et étant donné qu'il y a un blocus napoléonien, pardon, hein, on est en 1810-1820, donc c'est la guerre fait rage en Europe, notamment sous l'impulsion de la France et des troupes napoléoniennes, et donc l'Angleterre, elle va chercher des ressources à l'extérieur, et voilà, saper et avoir le Mexique, je dirais, libre et indépendant, ça lui donne certaines coudées franches. Donc il y aura un appui anglais sur l'émancipation mexicaine.
Cette indépendance, donc, elle vient également du... Comment dire, elle est soutenue par l'Angleterre pour contourner le blocus de Napoléon, je viens de le dire. Elle vient aussi répondre à un problème de fond, qui est ce que l'auteur ici appelle le problème agraire, qui est la source principale des conflits sociaux au Mexique. Et je pense d'ailleurs que ce qu'il raconte peut se prolonger aujourd'hui. Je viens de parler du Mexique précolombien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au temps précolonial, on avait une société... enfin, la propriété terrienne, elle était communale. On appelait ça le calpulli, ou calpulli, je sais pas comment on dit. Et en fait, c'est un terrain commun au village. Et chaque famille a une concession et elle doit cultiver, sinon elle a plus le droit elle perd le droit de propriété. C'est un système, comment dire, j'allais dire communiste, mais pas vrai, presque quoi, puisqu'en fait la terre appartient à personne individuellement. Donc évidemment, ce qui s'est passé pendant la période coloniale, c'est que les colons ils sont arrivés, ils ont pris le dessus et ils ont volé toutes les terres. Faut voir que dans ce jeu-là, la couronne espagnole, elle a plutôt tendance à avoir essayé de protéger les Indiens. Voilà, parce qu'en fait, plus, comme toujours, la couronne, elle doit répondre à la puissance de ses, de ses vassaux. Et donc évidemment, les Mexicains, les mecs qui étaient partis vivre au Mexique, qui étaient devenus très puissants là-bas, ils avaient envie de s'émanciper de la couronne. Donc la couronne, pour contrebalancer ça, elle essayait de défendre les terres indiennes. Malheureusement, avec peu en tout cas de réussite. Et on a le colon, l'encomendero, comme il dit l'auteur, qui va prendre de plus en plus de place, de plus en plus de terre, et qui va appuyer énormément sur la population indienne. Il va instituer ce qu'on appelle le cuatequil. C'est un travail salarié forcier. C'est la principale source de main-d'œuvre là-bas au Mexique à ce moment-là. Et en fait, en gros, ils attachent les Indiens à la hacienda. En les endettant, c'est-à-dire qu'il leur donne des biens, tu vois, il leur dit bah tiens, je te donne à manger, je te donne truc, mais tu me rembourseras par ton travail. Et en fait, là-dedans, l'Indien, il est empêtré dans ses dettes, et comme les dettes se transmettent de père en fils, ça te fait des générations d'esclaves. Globalement, on peut appeler ça de l'esclavage. En tout cas, moi, en lisant le livre, j'ai perçu ça comme de l'esclavage. Et donc, effectivement, ça explique aussi pourquoi souvent dans les films, on voit les Mexicains comme ça devant les maîtres de la hacienda qui sont tout penauds et qui peuvent rien faire et qui sont traités comme des sous-hommes. Bah oui, en fait, c'est parce que c'est comme ça. Ils avaient importé le modèle féodal européen là-bas, mais en x10 quoi, évidemment. Donc on a ce rapport-là et donc début 19e, au moment en 1810, en fait les Indiens ils vont finir par réclamer la terre de leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dépouillés de leur terre qu'on atteint une telle limite qu'ils sont prêts à rentrer en conflit avec les colons pour récupérer des terres. Et en fait, c'est comme ça. Donc, ils vont être le terreau de cette guerre. Et à ce moment-là, il va y avoir, comme vous le savez aussi, le courant libéral qui va prendre de l'ampleur. Et donc, il va y avoir une conjonction entre le besoin des Indiens de récupérer des terres et le courant libéral montant qui va vouloir s'émanciper de la couronne. Et donc c'est pourquoi, par exemple, l'indépendance, en fait, qui est menée par Hidalgo et Morelos, elle va voir l'abolition de l'esclavage et elle va voir aussi la répartition des terres comme grande résultante. C'est parce qu'en fait, c'est plus une guerre de classe, en réalité. C'est-à-dire que vous avez les libéraux, c'est la classe bourgeoise montante qui veut abattre la noblesse et qui va s'appuyer sur le peuple pour réaliser cette action. Voilà. Donc c'est plus une guerre de classe, c'est pas vraiment contre l'Espagne, c'est plus que les gens sur place, ils voulaient redistribuer l'argent, et en ça ressemble quand même un peu à la Révolution française. Et c'est comme ça que ça va se goupiller, cette indépendance, sachant évidemment que dans le viseur, vous avez aussi l'Église qui, arrivée très pauvre au Mexique, va devenir le principal propriétaire foncier et le principal propriétaire d'Indiens sur le sol mexicain. Donc, cette indépendance, si on doit essayer de la remettre sur les grandes forces motrices du 19e siècle, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à ce que nous on a vécu en France, c'est-à-dire que vous avez une classe de paysans qui est accablée de dettes. Nous, c'est autre chose, mais voilà.
Et vous avez une classe on va dire de classe bourgeoise montante, de libéraux qui vont s'appuyer dessus pour renverser les colons. Et bien sûr, pour que la boucle soit bouclée, ça va être un désastre pour les Indiens. Pourquoi ça va être un désastre pour les Indiens? C'est-à-dire que comme tout le monde va devenir citoyen, il va plus y avoir toutes les protections que donnait la couronne entre guillemets à l'historicité mexicaine. Donc les Indiens qui avaient entre le 16e et le 18e bénéficié de certains décrets les protégeant de la couronne, tout ça va voler en éclats. Et donc devenus citoyens, comme le créole, mais le créole mexicain, voilà, et c'est le descendant des colons. L'Indien, il perd tout privilège venu de la couronne. Tu vois, avant, par exemple, ils avaient des exonérations fiscales. Et donc le paysan indien, le peon, comme on dit, face à la puissance économique des maîtres, il va être totalement et encore plus enchaîné à la hacienda, qui va capter, qui va grossir de plus en plus. Et donc au lieu de répartir correctement les terres et de proposer quelque chose qui va rééquilibrer la société, on va avoir plutôt au contraire une aggravation de la situation. Le thème central du livre, donc ce qui explique les mouvements révolutionnaires multiples, et notamment la révolution qui va venir en bout de chaîne, qui sera à la fin, celle de 1910, c'est la modernisation de l'économie. Donc on l'a dit tout à l'heure, vous aviez un système quasi féodal, selon les termes de l'auteur. On a une première révolution, donc qui est l'indépendance, qui est une guerre, qui va être une guerre de classe, qui va avoir l'alliance du petit peuple et de la classe bourgeoise montante contre la noblesse, entre guillemets, puisque c'est quasi féodal, donc contre la noblesse, contre les grands colons, les grands propriétaires, qui va se mettre en place et qui va en fait finalement finir par proclamer l'indépendance vis-à-vis de la couronne espagnole. Et tout le 19e siècle va être en fait un mouvement je dirais, on va en parler après, mais un mouvement de contrôle de la modernisation de l'économie et de l'appropriation des ressources, et notamment les terres mexicaines. C'est ce qui va driver tous les mouvements politiques, militaires que vous allez trouver, même géopolitiques d'ailleurs, que vous allez avoir dans ce livre qui est sur le 19e siècle. Donc suite à l'indépendance, les bourgeois, on va dire le courant libéral, il va affronter violemment le courant conservateur, qui est notamment incarné par l'Église, évidemment. Donc on va avoir, ça va monter en puissance. L'auteur nous parle d'une série de guerres civiles, voilà, qui éclate entre les libéraux et les conservateurs. Et par exemple, on a en point d'orgue, en 1833, le gouvernement mexicain qui tente de saisir les biens de l'Église pour payer la dette intérieure, par exemple, et qui sera renversé par des militaires et du clergé, et aussi de certains propriétaires fonciers qui ne veulent pas, évidemment, qu'on remette en question leur autorité économico-notariale, j'ai envie de dire. Donc en 1854, c'est-à-dire 40 ans après, 30 ans, pardon, après l'indépendance, le clergé, c'est toujours le premier propriétaire foncier du pays. Et en fait, sa manière de faire, évidemment, ça bloque la circulation des capitaux, et donc ça bloque le développement économique du Mexique. Surtout que le Mexique, dans cette phase-là du début du 19e siècle, ne va pas avoir une industrie qui va se développer, parce qu'il manque de capitaux notamment. Ils n'ont pas de système monétaire ni de système bancaire qui fonctionne bien, et donc c'est très agricole. Donc le propriétaire terrien au Mexique, dans toute la première partie du 19e, est vraiment le maître économique du pays. Donc tout naturellement, le courant libéral, il va chercher à faire circuler le capital en s'attaquant au bien de l'Église. Je l'ai dit, 20 ans avant, il avait tenté de faire une loi, et il y aura une loi dite Ley Lerdo, le 25 juin 1856, qui va être une loi d'expropriation des biens du clergé. Voilà, donc en fait, ils vont essayer de briser le plus gros l'amas de propriétés foncières qu'avait le clergé pour pouvoir favoriser le développement d'une économie intérieure au Mexique. Alors le problème, c'est que cette classe moyenne, issue de la bureaucratie et des professions libérales, donc ces libéraux-là, ils sont très influencés par la Révolution française.
et par les socialistes aussi français, donc Louis Blanc, Proudhon, il y a Adam Smith aussi. Et donc le problème qu'ils ont, c'est que ils sont jacobins, donc ils sont anticléricaux comme ça, et ils sont aussi ultra-libéraux entre guillemets. Et donc malheureusement, tout ce qu'ils vont faire pour casser les propriétés foncières, en fait au final ça va s'inverser et ça va renforcer les grands propriétaires fonciers, puisqu'en morcelant les choses et en ne mettant aucune règle, eh ben, vous laissez le gros manger le petit. Et donc après avoir démembré l'église, eh ben en fait c'est les hacendados, c'est ceux qui ont les haciendas, qui vont récupérer évidemment, puisque c'est eux qui ont le cash, donc c'est eux qui vont récupérer ça. Et donc tout ce qui va se passer, c'est que ça va encore appuyer encore plus de poids sur los peones, les Mexicains qui travaillent. Et donc la classe, une classe nombreuse de petits propriétaires et la classe bourgeoise industrielle nationaliste ne va pas réussir à se faire à travers cette loi, mais plutôt il y aura un transfert des terres ecclésiastiques vers les grands propriétaires terriens. Et donc un affaissement et on va dire encore une réduction de la capacité à vivre des Indiens. Et évidemment, en bon républicain, j'ai envie de dire, lorsqu'il y aura des Indiens qui vont se révolter, ils seront bien accueillis par les forces de l'ordre, exactement comme chez nous, par des coups de matraque dans la gueule et des coups de fusil dans le dos. Voilà. Donc toute cette modernisation de l'économie sur la première moitié, premier trois quarts du 19e siècle, jusqu'au renversement militaire de Díaz, en fait, c'est ça le fond du sujet. C'est-à-dire démembrer l'église et essayer de créer une petite classe moyenne qui, malheureusement, va servir que les intérêts des grands propriétaires terriens. Et on se retrouve 50 ans après avoir fait l'indépendance en essayant de faire une espèce de lutte des classes pour redistribuer les terres, avec une situation qui s'est empirée. Toujours pire. Voilà. Parce que, comme d'habitude, les révolutionnaires libéraux qui font ça ne voient pas... la liberté, le conception de liberté de ces gens-là, ça revient un peu à ce qui s'est passé en France. C'est très parallèle. Et toujours au détriment du plus faible. Voilà. Liberté n'est pas équité. Pour compléter, on peut dire que au 19e, globalement, il n'y a pas d'industrie, à part le textile sous capitaux anglais, et il y a une mécanisation des mines. Voilà, 70% de l'exportation, c'est de l'extraction minière, or, argent, cuivre. Et le chemin de fer, il est inauguré qu'en 1873, donc juste avant le renversement militaire de Díaz, qui va être une période importante et charnière dans l'histoire du Mexique, et d'ailleurs qui va se développer à partir de là. Et comment dire... le besoin d'expansion du capital et de la production marchande, pousse au changement. Voilà. Il y a les grandes familles foncières, elles veulent faire de la banque, elles veulent aussi faire de l'activité industrielle ou de l'activité minière. Mais tout ça, c'est compliqué parce qu'avec le système de péonnage, vous avez la main-d'œuvre qui n'est pas libre de circuler. Et donc, vous ne pouvez pas répondre aux défis je dirais de ressources de main d'œuvre nécessaires au développement du marché intérieur. Voilà. Et donc là-dedans, en fait, on va dire que la masse mexicaine, les péones, quoi, ils sont empêtrés là-dedans. Et ce qui fait que malgré le développement du chemin de fer qui va se faire sur le dernier quart du siècle, sous Díaz, on va se retrouver avec une population rurale qui va représenter 12 millions d'habitants et 3 millions de péonesses à l'intérieur de ça. Et c'est 80%... le péonnage, pardon, voilà. En fait, le péonnage, donc pour les 3 millions de personnes, c'est 90% des gens qui sont des péones. Donc c'est-à-dire des gens qui sont enchaînés à la hacienda, de près ou de loin, mais la plupart du temps de près. Et 80% de la population active, elle est dans l'agriculture. Voilà. Et dans ça, on a 96% des paysans qui n'ont pas de terre. Voilà. Il y a 1% de terre, c'est les pueblos, c'est des terres partagées, là, le calpulli, sur le modèle précolonial. Il y a 2% de petits propriétaires et il y a 97% de haciendas. Voilà. Sur les 5 millions d'hectares totaux qui sont cultivés début 20e. Quoi. Donc, voilà. Donc on voit bien cette modernisation qui a voulu, je dirais, démembrer l'église pour pouvoir créer une classe moyenne et s'appuyer dessus pour pouvoir industrialiser, ce qu'on a pu voir dans d'autres pays. Bah, ça a complètement foiré au Mexique.
à cause du fait que le système quasi-féodal qui était en place et le fait qu'il y a eu une brutalité libérale qui s'est appliquée a empêché l'émergence de cette classe moyenne réellement. Et donc on n'a pas pu voir de petits artisans, de petits propriétaires prendre leur place dans la société. Tout a été accaparé par los hacendados. Parce que aussi, on n'avait pas réussi à développer un système bancaire correct et un système monétaire correct. Et donc de tout ça, y a une situation qui est totalement sclérosée et donc qui va mener en 1910 à la lutte armée générale dans le pays. Alors comme vous l'aurez compris, la modernisation de l'économie, le fait que l'on puisse qu'on le remette sur le marché des terres et le fait qu'en même temps on essaye de développer les infrastructures et aussi qu'on découvre des ressources importantes au Mexique. On a parlé des métaux précédemment avec l'or, l'argent, le cuivre qui représentent trois quarts de l'exportation du Mexique au 19e siècle, hein, l'extraction minière. Mais on va découvrir aussi des réserves de pétrole extrêmement importantes, comme vous le savez, notamment dans le Nord, et ça sera un des sujets avec les États-Unis sur la vente du Texas et du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, et je sais plus quel truc, là je mettrai des cartes de toute façon, comme ça les gens ils pourront voir, vous pourrez voir. Donc il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et donc ce beaucoup d'argent va entraîner une lutte de pouvoir, une espèce de guerre civile générale pendant donc à partir de l'indépendance jusqu'en 1875, donc de 1820 à 1875, où là on a une partie des gens qui s'affrontent, c'est l'Église, les conservateurs, hein, ceux qui sont les grands propriétaires terriens issus de une espèce de noblesse, hein, dont l'auteur nous parlait de système néo-féodal, je le rappelle, donc cette espèce de noblesse, ces colons qui ont pris le pouvoir et qui ont asservi les gens en esclavage, les Mexicains en esclavage, donc ces gens-là, et qui vont s'affronter avec les libéraux, et en fait ce qu'il faut voir c'est que là-dedans les militaires, ils vont toujours jouer un peu un double jeu comme ça, et ils vont venir... ils vont venir aider l'un, aider l'autre, et ils vont chercher aussi à prendre le pouvoir. Tout ça va tenir jusqu'en 1875, hein, c'est 73 de mémoire, mais voilà, jusqu'au dernier quart du 19e siècle, où on a quelqu'un qui s'appelle Diaz, Porfirio, je sais pas quoi, on les appelle les porfiristes les mecs. Et c'est un renversement militaire en 76, voilà. Et lui, en fait, il va mettre tout le monde d'accord, et il va rester au pouvoir jusqu'en 1900, je sais pas combien, attendez une seconde. Voilà, jusqu'en 1911, hein, je vous mettrai son Wikipédia, c'est-à-dire jusqu'au moment où il y a la véritable, entre guillemets, révolution qui va s'opérer. Sous Diaz, il va y avoir un développement économique un peu plus important, étant donné que lui, il va réussir à stabiliser le pays dans la violence. Hein. Faut voir que c'est quelqu'un qui aura je pense qu'il doit avoir le statut de dictateur, à mon avis, même s'il était président du Mexique. Hein. C'est président des États-Unis mexicains. Mais tu vois, là il y a écrit 77 c'est de facto. Hein, voilà. Donc le mec en fait. Donc lui il est plutôt du camp libéral, c'est plutôt un mec issu de la petite bourgeoisie, hein, lui aussi, hein, voilà, on le voit ici, là, il étudie les arts, la physique, les mathématiques, le latin, voilà, bon, et en fait, pendant cette période-là, donc pendant les 40 ans à peu près de Diaz, le Mexique va réussir à se développer économiquement, commencer à développer une industrie, mais avec toujours beaucoup de troubles intérieurs, énormément de troubles intérieurs. Et lorsqu'il chute en 1911, c'est-à-dire au moment où il y a des forces militaires qui sont capables de le battre, ça va ouvrir sur une période qui est encore plus trouble, avec encore plus d'affrontements militaires. C'est là par exemple qu'on a Pancho Villa et puis Zapata, hein, les figures, je dirais, emblématiques de cette révolution, mais il y a à l'intérieur un paquet de militaires qui vont à tour de rôle prendre le pouvoir, être élu président, il va y avoir une convention. Enfin, c'est très compliqué. On sent, en lisant ce livre,
on sent que en fait le Mexique est un pays qui est vraiment régional, morcelé. Il y a beaucoup de donc c'est un État fédéral hein, pour ceux qui le savent pas et qui le savent pas pardon et en effet ce qu'on remarque c'est que en fait comme chaque État fédéral a un propre gouverneur ou un propre président hein, selon les termes ça varie selon les époques et que c'est souvent des généraux, c'est souvent des militaires qui dirigent. Donc il y a énormément de violence dans cette société, énormément d'affrontements, énormément de gens qui ont les dents longues. Et en fait, chaque courant militaire comme ça, il va servir des intérêts économiques. Et donc, on va en parler là, mais les intérêts économiques, ils ont une dimension nord-sud et, je dirais, nationaliste, étranger, qui se croisent. Et ça, c'est très intéressant. Donc on vient d'en parler, hein, en fait, donc on a eu une première partie de 1820 à 1875 à peu près, où c'est le système féodal qui est en train de se faire manger par le courant libéral qui monte. Ensuite on a Diaz pendant 40 ans, et en fait pendant que Diaz est là, comme il stabilise le pays, il va développer l'économie, je l'ai dit tout à l'heure, donc vous allez avoir une nouvelle classe, une classe industrielle qui va commencer à se former. Les grandes familles propriétaires terriennes, elles vont chercher à aller vers des nouveaux business, hein, ce qui est logique, étant donné que avec la croissance de l'économie, ce qui est valable dans tous les pays, on va dire le poids de l'agriculture baisse. Donc si vous restez bloqué là-dessus, vous êtes déclassé. Hein, donc on va commencer à aller chercher, à vouloir investir dans l'industrie, à vouloir investir dans les infrastructures, les chemins de fer, ce genre de choses, et à vouloir investir dans la banque. Mais ce courant-là, ce courant nationaliste industriel mexicain, il va se prendre de front le courant étranger. C'est-à-dire que l'Angleterre, les États-Unis et les Français, pour tout dire, vont eux chercher en fait à investir et à financer l'économie mexicaine pour se l'approprier. Donc on va dire quelque chose de tout bête, mais au moment où Diaz en fait il va chuter, donc Diaz pendant longtemps il s'est appuyé là-dessus, voilà, il s'est appuyé, il a essayé de composer avec les deux pour faire croître le Mexique, et puis en 1910 en fait c'était devenu trop, il y avait trop de capitaux étrangers. Par exemple, entre 1900 et 1910, donc juste avant la chute de Diaz, il y a 60% des investissements qui sont réalisés au Mexique, ce sont des capitaux étrangers. Donc en fait, le Mexique est en train d'être vendu entièrement et intégralement aux étrangers. Les banques mexicaines, hein, à part quelques exceptions, elles sont quasiment toutes sous capitaux étrangers, et notamment des capitaux français. Hein, je le dis parce que voilà, c'est chez nous. Par exemple, évidemment, le pétrole, hein, c'est investi par les Anglais et les Américains, d'accord ? Et donc, on peut prendre un autre exemple, par exemple, c'est l'extension du chemin de fer, qui est quelque chose qui a été déterminant pour la taille d'un pays comme le Mexique. Et en fait, ça va être développé par du capital financier nord-américain. Et évidemment, tout ça, ça va s'opposer, hein, naturellement, à un moment donné, les capitaux étrangers et tous les Mexicains qui sont connectés à ça, hein, qui gagnent leur vie avec les capitaux étrangers, ils vont s'opposer à la classe foncière mexicaine, et puis la classe dirigeante, l'administration, quoi, hein, et puis les Mexicains qui cherchent, eux, développer et se renforcer leur propre position dans leur pays. Donc dans cette lutte de pouvoir économique qui s'affrontent, elle est croisée, comme je le disais juste avant, avec les luttes militaires, et donc évidemment, il y a des pays qui vont fournir des armes, et il y a des gens qui vont s'appuyer sur notamment les États-Unis, bien sûr, qui vont s'appuyer sur les États-Unis pour récupérer des munitions, et puis pouvoir commencer à lancer des mouvements armés. Je pense par exemple à Pancho Villa, qui vient du Nord, qui vient d'un endroit qui a une espèce d'armée un peu comme ça, très mobile, avec des cow-boys et puis à moitié des bandits, et qui viennent tous du Grand Ouest américain, là, voilà, du nord du Mexique. Tout ça, c'est un peu, à l'époque, c'est un peu encore, c'est pas bien séparé comme aujourd'hui. Hein, ils ont racheté il y a pas longtemps, donc voilà, les Américains, ils ont racheté le Texas, l'Arizona, la Californie, le Nevada, le Nouveau-Mexique et l'Utah, voilà, pour être précis, il y a pas longtemps. Donc il y a une porosité par rapport à ça. Et donc les Américains, ils envoient des armes, et ça leur permet de faire monter en puissance certains courants. Et puis
dans le sud, on aura Zapata, et lui, par exemple, ça va plutôt être un mouvement régionaliste qui va aussi prendre les armes pour défendre le système précolombien, parce que eux, en fait, dans le sud, c'est plutôt des petites, c'est pas des grands ranchs comme ça, c'est plutôt des petites haciendas, c'est plutôt de l'agriculture, ils font pousser du maïs ou des trucs comme ça, et, euh, et résultat, eux, ils prennent encore en pleine tête la modernisation de l'économie, c'est en train de les désarticuler, et plus on va ouvrir le chemin de fer, plus on va pousser à la mobilité des paysans, plus ces gens-là ils vont se sentir attaqués dans leur mode de vie. Et donc, vous avez cette espèce de nuage très compliqué qui tourne autour de tout l'argent qui est au Mexique. On l'a dit, hein, les capitaux étrangers qui sont là, qui s'opposent aux courants libéraux nationaux, et en même temps le petit peuple qui va s'appuyer sur des capitaux étrangers, pas toujours mais des fois, avec des grands aussi militaires, et qui vont essayer de renverser le pouvoir. Et tout ça, tout ce nuage, hein, parce que c'est vraiment ça, quand on lit le livre, c'est vraiment compliqué, on sent qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a énormément d'intérêts différents qui se percutent. Donc vous avez des mecs qui vont se mettre d'accord 5 minutes, après ils vont plus être ensemble, après ils vont refaire alliance, après ils vont pas être contents. Et tout ça en fait est assez difficile à comprendre si on se dit pas en fait que le Mexique il est tiraillé par beaucoup de choses, et notamment une lutte de classe sociale très importante en interne, et une lutte pour des gens qui sont nationalistes d'un côté, et d'autres qui sont pour, on va dire, le soutien du capital étranger. Alors, on n'a pas abordé ce sujet, hein, ça sera l'avant-dernier point avant une espèce de synthèse, mais il y a tout un côté idéologique qui est très important dans le livre, qui est très développé, et qui nous montre effectivement que dans la révolution mexicaine, ou dans les révolutions mexicaines, comme le dit l'auteur, on a vraiment plein de choses qui s'agrègent. Et ça participe, sur le plan idéologique, et ça participe à ce nuage, à cette complexité qu'on peut rencontrer quand on lit le livre et qu'on voit que c'est quand même très compliqué, et pourquoi les alliances se retournent, et se font et se défont, j'ai envie de dire, et des fois les gens sont copains le matin, ils sont pas copains le soir, voilà. On a comme je l'expliquais, un contexte économique, hein, qui favorise cette opposition, et on a un contexte idéologique. On a des gens qui vont beaucoup défendre en fait le retour à la terre, l'agrarisme, comme nous l'appelle l'auteur, avec je dirais en point d'orgue, le plan Ayala, qui est une espèce de plan socialo-traditionnel. C'est un peu, quand on lit le livre, c'est un peu mixé comme ça, c'est un peu bizarre. Et en fait, c'est une défense du modèle ancestral mexicain, c'est-à-dire la terre partagée, mais qui appartient à personne, mais que vous avez le droit de travailler, et qui permet une indépendance économique par rapport au grand capital. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Hein, ce plan, il défend le retour des terres volées, hein, grosso modo, aux peones, on va dire, aux Indiens, entre guillemets, et avec une expropriation des grands propriétaires fonciers. Enfin voilà, c'est quelque chose de... Et ce plan-là, il est marquant, et il représente ce courant agrariste, hein, qu'on a dans l'idéologie révolutionnaire mexicaine, mais qui va couvrir qu'une partie, hein, du Mexique, notamment certains militaires qui vont adhérer à ce truc-là, mais pas tous, et certains révolutionnaires, je dirais, civils, comme Zapata, qui eux sont totalement porteurs de ce type de réforme. Et en même temps, on a d'autres qui vont être plutôt pour le développement économique, et qui vont s'appuyer sur du capital, des fois étranger, hein, je pense à Pancho Villa, ou tous les grands propriétaires du Nord, et qui vont aussi vouloir faire la révolution, mais eux pour imposer leur modèle à eux. Et donc des fois il va y avoir voilà, des alliances comme ça, et donc il y a différents courants idéologiques. C'est les deux grands, hein. C'est je dirais le courant agrariste, hein. C'est ce qui sort quand on lit le livre, c'est ce qu'en sort, ce courant agrariste qui est bien incarné par le plan Ayala, et le plan je dirais capitalistico-industriel. Et dans ce courant-là capitalistico-industriel, c'est-à-dire des gens qui sont là pour moderniser l'économie, qui vont vouloir dynamiser les chemins de fer, qui vont vouloir dynamiser l'industrie, dans ce courant idéologique-là, on a les nationalistes, et
les internationalistes, on va dire, ou je sais pas comment dire, les gens qui s'appuient sur l'étranger, quoi. J'allais dire les vendus, mais bon, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut dire. Et donc, ça, c'est les trois, en tout cas, quand on lit le livre comme ça, pour le présenter brièvement et pour se donner une idée, puisque c'est toujours la même chose, là, on fait de la culture G, il y a ça. On a le courant agrariste traditionnel, on a le courant industriello-capitaliste ou capitalistico-industriel national, et on a le courant capitalistico-industriel favorisant les intérêts étrangers. Et tout ça va composer les trois grands courants idéologiques de la révolution mexicaine. Donc vous l'aurez compris, je parlais de nuages. En effet, la révolution mexicaine, c'est un nuage. Elle prend ses racines dans le problème agraire, le problème politique, avec l'émergence de nouvelles classes contre l'aristocratie foncière et financière du 19e siècle et du système néo-féodal, mais aussi le problème intracapitaliste entre capitaux nationaux et capitaux américains et anglais essentiellement autour de la lutte des ressources naturelles. L'auteur souligne également le problème, la distorsion de l'économie, on va dire historique et ancestrale, qui a été totalement désorganisé socialement, l'arrière-pays, celui des comunidades et des pueblos, comme il dit, par l'arrivée de la production marchande et l'accroissement du capital. Pour l'auteur, il y a eu plusieurs révolutions. En fait, donc je disais, il y a eu 1810-1820 qui mènent à l'indépendance. Ensuite, il y a eu 1857, ce qui est lors de la destruction de la propriété foncière de l'Église, qui était le premier propriétaire foncier, et donc qui a permis une dynamisation importante de l'économie, mais donc aussi une série déjà il y avait des guerres civiles, mais qui a amplifié la guerre civile. Et puis enfin, la dernière révolution, celle qui est entre guillemets reconnue aujourd'hui en 1910, avec notamment Pancho Villa et Zapata, comme je les ai mentionnés précédemment. La révolution mexicaine, là-dedans, elle a aussi différentes je dirais typologie, on est bien d'accord, le nord, le sud, même le centre, tout ça sont des gens qui n'ont pas les mêmes problématiques et qui par moments vont s'allier, par moments vont s'affronter, les alliances se retournent vite et c'est une révolution d'opportunité, comme je disais, donc effectivement c'est quelque chose qui est vraiment un nuage qui est extrêmement compliqué à comprendre, d'autant plus que on l'a mentionné dans la partie précédente, mais il y a aussi de l'idéologie qui s'affronte là-dedans, et toutes ces idéologies, elles auront du mal à se connecter. Ce qui fait que pour l'auteur, la révolution mexicaine, c'est pas une idée claire, c'est plutôt comme un amas de proclamations, et l'idée de révolution, elle pointe simplement un changement économique nécessaire, un changement politique, un changement social nécessaire par rapport à la colonisation et à ce qui est hérité de l'ancien régime. Pour l'auteur, la révolution mexicaine n'est pas sans idée, mais par contre elle est confuse. Et ça, c'est vrai que quand on lit son livre, c'est vraiment le sentiment qu'il nous laisse. Et elle est aussi particulière, évidemment, parce que la société mexicaine a une structure particulière qui a confronté modernité et ancestralité, je dirais, tradition, de manière très rapide et très violente. Et en ça, on a toute une répercussion sur ce qu'est le Mexique 100 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui. L'auteur nous conclut ça en disant la révolution mexicaine, elle n'est pas socialiste, elle n'a rien de prolétarien internationaliste, au sens révolutionnaire russe du terme, au sens marxiste, j'ai envie de dire, du terme, même si je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais elle ne s'appuie pas sur le côté communiste, ouvrier, international, au contraire. La révolution mexicaine, pour l'auteur, elle est nationaliste et pour partie traditionnaliste, puisque ancrée géographiquement. Et là, on y pense en particulier à Zapata, au sud, qui, lui, est carrément un mouvement presque régional. Elle est l'œuvre de la classe moyenne, des intellectuels, de jacobins libéraux, qui sont alliés au prolétariat des villes, issus du mutualisme et du coopérativisme. Ça, c'est notamment en 1910. Voilà. Et en fait, le fond de cette révolution, elle sert à structurer et à déterminer la valeur de la marchandise par le temps de travail nécessaire à la réalisation, et non sur des
on va dire, sur une captation de la valeur ajoutée par les grands propriétaires fonciers et le grand capital. Et pour l'auteur, il conclut ainsi, la fin ultime de cette révolution, c'est l'imposition du mode de production capitaliste à l'intérieur du moule social mexicain, où coexistent des formes précapitalistes de production marchande, même sur un modèle asiatique, nous dit-il. Et donc elle tente, cette révolution, de détruire cette dépendance semi-coloniale, semi-féodale, et de basculer dans une espèce de modernité assumée, capitaliste. Voilà. Donc ce mouvement-là, en fait, il est, j'ai envie de dire, commun à d'autres révolutions, ou du moins ressemblant. Et il explique cette situation extrêmement compliquée. Si on doit se risquer à quelques commentaires, le premier commentaire qu'on peut faire en lisant ce livre, c'est évidemment de retrouver les similitudes avec la Révolution française. Donc, toute proportion gardée, bien évidemment. Déjà, il y a presque il y a 130 ans d'écart, quoi, déjà. À moins qu'on considère que le début de la Révolution, comme l'auteur, commence en 1810, et donc là, c'est contemporain, plus ou moins, de la période révolutionnaire française. Nous, on est dans les conséquences de la Révolution avec Napoléon. Mais ce qui est intéressant, c'est que les thèmes qui sont soulevés nous rappellent, on dirait, la déchéance féodale qu'on a pu connaître en France. Voilà. Le fait qu'on appuyait trop sur la tête des paysans, le fait qu'il y avait trop de pouvoir sur des gens qui, on ne sait pas trop pourquoi ils l'avaient, et aussi le fait que cette société-là, traditionnelle, entre guillemets sclérosée, était dans ces moments-là confrontée à un développement technique qui commençait à se faire de plus en plus, et à des idées libérales qui commençaient à se diffuser. Dans le livre, l'auteur mentionne souvent que c'est des intellectuels français, que ce soit du côté révolutionnaire, mais même sur le côté social, puisqu'il cite Proudhon et Louis Blanc, qui sont deux socialistes, je dirais. Moi, je suis pas du tout expert, j'ai jamais lu, mais voilà, qui sont deux figures du combat ouvrier du 19e en France, deux intellectuels, et que ces gens-là, ils ont apporté quelque chose, et ils ont nourri une réflexion sur la manière de moderniser l'économie. Et donc, il y a des similitudes, et c'est intéressant, ça nous rappelle. Alors, il y a aussi des différences, et c'était intéressant pour ça. Mais ce que je tenais à dire, c'est ça, sur ce commandé, il y a des similitudes. Et ces similitudes, c'est l'oppression sur le peuple, c'est la confiscation des terres et du pouvoir d'achat, entre guillemets, de la liberté économique, si on doit l'appeler comme ça. Et le fait que le Mexique, il a, contrairement à nous, entre guillemets, ils ont fait une lutte armée interne, et pas externe, puisque nous, la révolution, elle a débouché sur Napoléon, et ensuite sur une série de guerres en Europe, voilà, mais sur Napoléon en priorité. Eux, ça a été à l'intérieur que ça a eu énormément de troubles. Le deuxième commentaire qu'on peut faire, c'est que cette situation, en fait, elle explique beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, comme vous le savez, les cartels, qui sont presque sécessionnistes. Le Mexique est toujours présenté comme un pays extrêmement violent, où les gens n'hésitent pas à assassiner pour prendre le pouvoir. Et en fait, en lisant ce livre, on se rend compte que c'est une tradition. La plupart des gens dont j'ai parlé, j'ai pas détaillé tous les chefs militaires qui passent au pouvoir, mais la plupart finissent à assassiner. C'est comme ça qu'on leur prend la place. Zapata, si ma mémoire est bonne, est aussi assassiné. Enfin, je veux dire, les mecs, en fait, ils se tuent les uns les autres, et depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, on se rend compte qu'en fait, le Mexique, c'est tellement un pays riche, en termes de ressources, mais aussi en termes de main-d'œuvre, étant donné que les paysans, los peones, les gens qui travaillent, ils partent vraiment de très très bas, donc vous pouvez les exploiter beaucoup, et donc évidemment ça a aiguisé l'appétit de nombreuses personnes, notamment du grand capital américain, qui à travers l'action gouvernementale, comme toujours, puisque c'est toujours coordonné chez eux, va envoyer des armes, va déstabiliser le pays, va favoriser un tel plutôt qu'un tel, selon leurs intérêts à eux. Et ça explique beaucoup aujourd'hui la situation du Mexique. Ça explique beaucoup pourquoi ils ont par exemple un président avec un mandat unique. Faut voir que Diaz, il a été président 8 fois d'affilée, donc pendant 40 ans, je le disais. Le mec s'est entre guillemets auto-élu, mais il y a des gens qui votaient pour lui quand même.
Et que donc en réaction à ça, il y a des gens qui ont défendu le mandat unique. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en place au Mexique, c'est un mandat unique de 6 ans. Et il y a aussi, par exemple, sur le dernier président, tout un discours socialiste, mais pas comme chez nous, c'est-à-dire voilà, pour un salaire minimum, pour une défense du petit travailleur, tout pour une défense de la nationalisation de certaines ressources mexicaines. Hein, voilà, et l'ultralibéralisme, c'est fini, comme dirait mon beau-père. Et on comprend ça parce qu'en fait, on se rend compte que il y a eu la colonisation, on a mis en place un système féodal, mais qui était même bien pire qu'en Europe, hein, bien plus... puisqu'il y avait moins de contrôle, donc il y avait carrément de l'esclavage déguisé, mais c'était quand même de l'esclavage, et que lors de la modernisation, en fait, ça n'a fait qu'accentuer ce truc-là. C'est entre guillemets, les gens riches, les grands propriétaires fonciers et toute l'industrie, tous les gens qui se sont appuyés ensuite sur le développement du capital industriel, ils se sont servis allègrement du peuple, quoi. Ils les ont écrasés. Et les capitaux étrangers qui sont venus soutenir ça, ils venaient défendre aussi ça. Et donc aujourd'hui, on comprend pourquoi au Mexique, il y a c'est très compliqué, parce qu'il y a un écart entre les riches et les pauvres qui est très important. Bon, d'ailleurs, je remettrai, là je vous mets, mais bon, il y a plein d'articles dessus. C'est pas que le Mexique, hein, évidemment, qui a un problème d'écart de richesse. Mais voilà, ils ont vécu ça, et on comprend mieux, les ingérences étrangères également par rapport à cette situation interne. Et enfin, bon, on a voilà, en conclusion, on dira qu'on a survolé, hein, ce sujet, mais que ça nous a donné quelques clés de compréhension sur l'état du Mexique aujourd'hui, et que personnellement, j'y vois un peu plus clair après la lecture de ce livre, sur les tenants et les aboutissants de ce qui se passe là-bas, et comment et pourquoi les cartels sont si puissants, pourquoi il y a des paramilitaires qui existent, pourquoi il y a cette revendication nationale et en même temps sociale qui existe. On comprend mieux d'où ils partent, on comprend mieux leurs traditions, et on est moins surpris en fait de voir l'écart qu'il peut y avoir avec des pays européens qui ont connu aussi, comme nous, des troubles et qui connaissent aussi des défis. Et on comprend mieux aussi également le poids des Américains, hein, des États-Unis là-dedans. Si ma mémoire est bonne, je l'ai pas sous les yeux, je le mettrai, mais je crois que c'est 90% des exportations mexicaines qui vont aux US. Et on comprend, étant donné la richesse de ce pays et son caractère central, j'ai envie de dire, sur le plan géographique, pourquoi il a été aussi mis sous pression par l'entité nord-américaine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un peu plus long que d'habitude. Là, ça fait combien là ? Je suis à 49 minutes. Ouais, donc c'est légèrement un poil au-dessus de l'objectif du 3/4 d'heure. Mais je peux vous dire qu'en plus j'ai fait court. Parce que franchement, c'est un livre trop riche, extrêmement confus. D'ailleurs, je pense qu'Americano Núñez, je suis pas rentré dans la bibliographie en détail, mais il a dû en écrire quelques-uns des livres. J'ai vu qu'il avait un film sur un livre spécialement sur Magón, qui est un des figures importantes de la Révolution en 1910. Donc j'ai essayé de synthétiser un peu les grandes idées. J'ai rajouté une partie qui n'est pas traitée dans le livre sur le Mexique précolombien, voilà, il le suggère simplement. Et j'espère que ça vous aura fait un peu monter en compétence, hein, sur la compréhension de la situation de ce pays et sur vos qualités de discernement, hein, quand il y aura des news qui viendront du Mexique. Je vous embrasse, continuez de travailler, on se laisse pas faire, et à bientôt.